Bonjour chers amis. Dans ma dernière bulle de sagesse, j'évoquais ces enfants d'aujourd'hui que l'on trouve différents de ceux d'avant, parce que leur comportement n'est pas le même et parce que certains adultes s'étonnent de les voir avec autant de maturité et autant de différence avec les enfants du siècle dernier, par exemple, de la fin du siècle dernier. La bulle d'aujourd'hui parlera encore des enfants, de l'éducation des enfants et des conséquences que cela a sur le comportement de l'adulte. Je l'ai intitulé Le nombril du monde. Parce que lorsque j'étais pédagogue, il m'arrivait souvent de dire aux réunions de parents que lorsqu'on élève un enfant en mode nombril du monde, mon petit, tu es le nombril du monde, tant que l'enfant ne sort pas de la salle à manger familiale, tout va bien. Mais lorsque 30 enfants élevés en mode nombril du monde se retrouvent dans une même classe, cela fait 30 nombrils du monde et ça n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir dans un monde, dans une collectivité, dans un organisme quelconque, 30 nombrils. Alors je m'explique un petit peu sur cette expression. Une très très grande majorité des jeunes parents, pour un certain nombre de raisons que nous allons peut-être pouvoir voir en partie ensemble, éduquent leurs enfants très différemment de ce qui se passait antérieurement, de ce que faisaient leurs parents et surtout leurs propres grands-parents. Ils les éduquent différemment, d'abord parce que bien souvent, eux-mêmes ont été élevés déjà un peu différemment. On est déjà sur la 2e ou 3e génération du « il est interdit d'interdire », de l'enfant roi. Une génération qui pense que faire un enfant c'est quelque chose de naturel, mais l'éduquer c'est quelque chose de fatigant. Un enfant ne devrait pas pleurer la nuit. Combien de jeunes mamans vous disent « oh là là, je me suis levée 3 fois cette nuit bon. ». Alors oui, un enfant ça pleure la nuit, tout au moins jusqu'à un certain âge, et au-delà d'un certain âge, si ça pleure de la nuit, il faut se poser des questions. Oui, ça pleure. L'enfant, ça pleure, comme on dit. L'enfant va pleurer parce qu'il a faim. L'enfant va pleurer pour être nourri quand il est petit. Si l'enfant est nourri de manière juste, c'est-à-dire à temps, une fois qu'il a pleuré, une fois qu'il a demandé, après avoir attendu quelques secondes, puis quelques minutes, l'enfant sait qu'il est nourri. L'enfant sait que l'adulte qui l'a en charge va venir. Donc, il n'a plus de raison de pleurer et de hurler la nuit. Au contraire, l'enfant sur lequel on se précipite dès qu'il émet le moindre grognement dans son sommeil, qu'on réveille pour lui coller un biberon ou un sein alors qu'il n'a rien demandé, alors qu'il n'a même pas pleuré pendant 15 secondes, puisqu'il a juste grogné parce qu'il était, ou qu'il a fait un petit couinement parce qu'il était en train de rêver, cet enfant-là va devenir très rapidement insupportable par son impatience. Parce qu'il ne va pas comprendre, puisqu'il a l'habitude qu'on lui donne les choses avant, comme disait Johnny Hallyday, que je cite souvent, en tout cas pour cette chanson, on m'a tout donné, même avant l'envie. Eh bien, l'enfant ayant l'habitude de tout recevoir avant d'en avoir envie, va se mettre à être frustré dès qu'il ne reçoit pas quelque chose qu'il n'a peut-être même pas demandé. Vous voyez dans quel cercle vicieux on est. Et ça c'est vrai pour le petit avec son biberon ou avec l'allaitement, mais c'est vrai aussi plus tard. C'est vrai aussi pour les enfants de 2, 3, 4 ans qui deviennent insupportables, qui deviennent absolument intolérants, qui deviennent impossibles. Les parents ne peuvent plus rien faire que de s'occuper de l'enfant. Les parents ne peuvent plus avoir une conversation avec quelqu'un. Dans le temps, quand on avait une conversation entre adultes, les enfants n'interrompaient pas parce qu'on leur avait appris que, sauf urgence, on n'interrompt pas une conversation. On attend sagement, paisiblement, et puis on attend son tour, on respecte la conversation entre les deux personnes, et puis après on intervient pour demander ce dont on a besoin. Maintenant, non.
Maintenant, l'enfant interrompt. Maintenant, l'enfant exige, maintenant, l'enfant demande et il tape du pied si on ne lui répond pas tout de suite. Il exige tout. Il ne demande pas, il exige. Alors après, évidemment, ça va faire des grands enfants, puis des adolescents, puis des adultes qui ignorent totalement ce que les psychologues appellent la frustration, c'est-à-dire qui ignorent totalement le non, le refus ou l'attente. Il n'y a pas meilleure éducation que de commencer par dire à un enfant « attends ». Quoi que l'enfant vous demande, je vous recommande de lui dire « attends ». Ne serait-ce que quelques secondes. Habituez-le à attendre. Habituez-le à ne pas recevoir tout de suite. Ce sera bon pour lui. C'est pas de la torture, loin de là. C'est pas de la méchanceté, encore moins. C'est juste une éducation à ne pas souffrir quand on n'a pas tout de suite. Pourquoi est-ce que c'est important, ça? Que l'enfant ne se considère pas comme le nombril du monde, comme Louis XIV, qui n'a plus qu'à claquer des doigts pour que tout le monde soit à son service. Non, parce qu'une fois devenu adulte, cet enfant-là, il va garder ces habitudes-là. Et on commence à trouver maintenant dans le monde des adultes, des jeunes adultes ou des adultes un peu moins jeunes qui ont des comportements d'enfants mal élevés. Qui, alors évidemment, je ne vous parle même pas du téléphone pendant qu'on est à table. Je ne vous parle même pas, enfin à table ou faire autre chose, on est en compagnie, et puis je suis sur mon téléphone parce que les autres, je m'en fous, je respecte pas. Bon, ça, c'est presque tout le monde maintenant. Mais, parlons du téléphone, justement. Combien de fois vous êtes en conversation téléphonique avec un adulte et l'enfant l'interrompt? Il faut enseigner aux enfants que lorsque l'adulte est en conversation téléphonique, c'est comme quand il est en conversation avec quelqu'un d'autre. On ne l'interrompt pas, on attend. La crise de nerfs parce que papa ou maman qui est au téléphone ne répond pas, ce qui oblige papa ou maman à vous dire « Bon, je suis désolée, mais il faut vraiment que j'aille lui donner son jouet. » Non. Non. Faut pas vraiment que j'aille lui donner son jouet. Alors évidemment, si la conversation téléphonique, c'est du télétravail qui doit durer 8 heures, ok, peut-être. Mais si c'est une conversation téléphonique qui doit durer 10 minutes, un quart d'heure, non, l'enfant attend. On lui dit attends. Parce qu'après, ça va faire un adulte pareil. Moi, je suis sidérée de voir que certains adultes, vous êtes en conversation avec quelqu'un de la famille, et une autre personne, adulte, qui vit dans la maison, arrive et se met à parler avec la personne qui est en conversation téléphonique. Ou lui dit des choses, l'interrompt, de manière totalement grossière. C'est d'une grossièreté et d'une vulgarité impossible. Mais ils n'en ont absolument pas conscience. Ils n'en ont pas conscience parce que ce sont des nombrils du monde. J'ai envie de dire telle chose, donc je le dis. On a beaucoup vécu ça pendant les temps de télétravail du confinement, où des gens étaient au téléphone en télétravail et leur conjoint ou leur conjointe venait, l'interrompait, lui parlait, lui disait quelque chose. Alors même si c'est pas même si c'est pas pendant du temps de télétravail, quelqu'un qui est au téléphone, on ne l'interrompt pas pour lui dire ah ben tiens, j'ai fini le pain, faudra aller en chercher. Non. Non. On attend. On ne parle pas. Rappelez-vous cette expression des grands-mères, il n'y a pas de messe basse sans curé. On ne parle pas à quelqu'un à l'oreille à table. Parce qu'on a quelque chose de très urgent à lui dire. On finit le repas avec les hôtes ou les invités. Et puis, on dit à la personne ce qu'on avait à lui dire. Ça, dans le temps, ça s'appelait de la politesse. Et cette politesse, elle passait par l'apprentissage, justement, de la frustration. Mes désirs, mes envies, mes pulsions n'ont pas à être satisfaites dans l'instant. Parce que je ne suis pas le nombril du monde. Je ne suis pas seule sur Terre. L'autre, quel que soit l'autre, n'a pas à être à ma disposition instantanée. Il y a des choses qui ne se font pas, il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses qui ne se pensent pas même, je dirais. Et ça, il faut l'enseigner aux enfants. Et c'est le rôle des parents. Alors, ce n'est pas le rôle des parents de le leur dire et de faire le contraire. C'est le rôle des parents de le leur montrer. Évidemment, si maman interrompt papa pendant qu'il est au téléphone, comment voulez-vous que le gamin n'en fasse pas autant? C'est légitime. Je vois pas pourquoi il ferait pas comme sa mère.
puisque sa mère est son référent. Ou le père, enfin, c'est un exemple que je donne, évidemment. L'enfant va imiter ces personnes référentes. Si les personnes référentes ne lui donnent pas un exemple de politesse, de courtoisie, de respect, de patience, il ne sera ni poli, ni respectueux, ni courtois, ni patient. Pourquoi le serait-il? Alors il va arriver à l'école, il va se considérer comme le nombril du monde. Le maître ou la maîtresse? Non, j'ai pas envie de faire ce que tu me demandes. Ah bon? Pourquoi? Parce que c'est comme ça, j'ai pas envie. De plus en plus, on entend ça dans les classes. On se plaint que les gens ne veulent plus être enseignants. Il faut les comprendre. Ils ont un métier qui est ingrat, exigeant, fatigant, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, qui ont peut-être changé d'avis pendant qu'ils avaient leur gamin à faire travailler pendant le confinement d'ailleurs. Peu rémunérés. Ils ont affaire à une hiérarchie qui les considère comme des gamins de maternelle. Ils ne sont pas soutenus. Ils sont facilement sanctionnés. Et en plus de ça, maintenant, pour arriver à enseigner quelque chose aux enfants, il faut qu'ils arrivent à se contorsionner parce que les petits chéris sont réfractaires et désagréables. Eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'on ne trouve plus d'enseignants. Élèves épouvantables, plus d'envie d'enseigner. Patients épouvantables, plus d'envie d'être médecin. On va arriver à une société difficile. Les gens qui avaient des métiers à vocation, c'est-à-dire à s'occuper des autres et à donner le meilleur d'eux-mêmes avec tout leur cœur pour s'occuper des autres, eh bien, ça devient difficile avec tous ces nombrils du monde. C'est un problème à l'école, c'est un problème dans les hôpitaux aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes dans les services d'urgence? Parce que quelqu'un qui se met une écharpe dans le pied à 3 h du matin va venir aux urgences pour se faire enlever l'écharde. Alors qu'à mon époque, on aurait attendu le lendemain, on aurait pris rendez-vous chez son médecin, éventuellement, si on n'était pas foutu de l'enlever soi-même. Un rhume, une douleur quelque part, quelque chose de visiblement où le pronostic vital n'est pas engagé, mais on attend le rendez-vous chez le médecin de famille le lendemain. Mais non. Non, non, moi j'ai un petit problème à 2, 3, 4 heures du matin. Il faut qu'à 2, 3, 4 heures du matin, mon problème soit réglé. Donc je vais là où c'est ouvert aux urgences, puisque les médecins de famille ne se déplacent plus la nuit. Ça a toujours existé, hein, ce problème de gens qui étaient des nombrils du monde, il y en a toujours eu. On a toujours connu, dans les milieux médicaux, on a toujours connu les gens qui appelaient à 3 h du matin parce qu'ils s'étaient pincé le doigt dans la porte du métro. Oui. Ou dans la porte de leur immeuble en rentrant. Oui, oui, ça existe. Mais bon, ils auraient pu attendre jusqu'au lendemain matin. Ils n'étaient pas en train de faire une hémorragie. Ça existe. Mais maintenant, ça n'est pas que ça existe. Maintenant, c'est que c'est la majorité. Donc quand c'est la majorité, on se retrouve avec, dans un service d'urgence par exemple, puisque j'avais commencé à prendre cet exemple, on se retrouve sur 50 personnes, avec 48 personnes qui ne sont pas en urgence, qui sont juste là parce qu'elles ont décidé que pour elles c'était une urgence. Puisqu'elles sont le nombril du monde, on doit urgemment s'occuper d'elles. Mais ça n'est pas une urgence médicale. Et le médecin urgentiste qui s'occupe de soigner un rhume, un bobo ou une angine, ne peut pas s'occuper aussi de la personne qui fait un infarctus. Alors, il y a des gens qui meurent dans les services d'urgence sur les brancards. Parce que le temps qu'on regarde qui est vraiment malade, la personne qui était vraiment malade, si elle n'a pas été amenée par le SAMU, le temps d'attendre sur le brancard, elle casse sa pipe. Ce comportement de nombril du monde, d'égocentrisme extrême, de finalement non-éducation, il n'y a pas de doute, hein, c'est juste de l'impolitesse totale, de la non-éducation totale. C'est ce qui est en train de ficher notre société par terre. Parce que ces gens-là ne respectent pas les autres, mais ne respectent pas non plus les animaux, mais ne respectent pas non plus la nature.
Ce sont les gens qui jettent n'importe quoi par les fenêtres. Ce sont les gens qui utilisent des produits en veux-tu, en voilà dans leur maison, qui font tourner une machine de 10 kilos avec 3 slips, une paire de chaussettes. Parce que c'est très urgent d'avoir cette paire de chaussettes-là ou ce slip-là demain matin. Et c'est pas grave si les autres n'ont pas d'eau. Et c'est pas grave si on envoie de la lessive dans les stations d'épuration qui n'arrivent plus à la filtrer. Et c'est pas grave si on fait du bruit. Et c'est pas grave si on va passer le week-end au bout du monde en dépensant du kérosène et qu'on décide d'aller passer ses vacances à Bali ou en Thaïlande au lieu d'aller au bord de la mer qui est finalement à peu près la même en Bretagne ou à La Rochelle. C'est pas grave. Les autres, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, l'ensemble des difficultés que nous connaissons en tant qu'humanité provient de la non-éducation des enfants au respect de l'autre. Lorsque les enfants étaient éduqués au respect de l'autre, il y avait un autocontrôle. Il y avait, lorsque j'étais enfant encore, à l'école des leçons de morale. C'est-à-dire que le maître ou la maîtresse décrivait une situation et décrivait ce que dans cette situation, il était moral, donc bien, donc correct, de faire ou pas. Et maintenant, il n'y a plus personne qui enseigne ça aux enfants. Maintenant, les enfants font n'importe quoi, parce qu'ils voient leurs parents faire n'importe quoi. Les enfants ne sont pas responsables, attention. Les enfants ne sont pas responsables de la façon dont ils sont éduqués. Quelqu'un de mal élevé est quelqu'un qui a été mal élevé par ses parents. L'enfant n'est pas responsable. Alors après, évidemment, si cette personne a suffisamment d'intelligence et de conscience, elle peut se rendre compte. Et à condition encore la possibilité de rencontrer des modèles. Si elle rencontre un modèle respectueux, correctement éduqué, etc., elle peut se caler sur ce modèle et corriger le tir. Ou si elle n'a pas cette intelligence, elle peut essayer de transformer le modèle et l'amener à lui ressembler. Et malheureusement, comme c'est plus facile de ressembler à quelqu'un de mal élevé que d'être quelqu'un de respectueux et de bien élevé, très souvent c'est dans l'autre sens que la contamination se passe. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour compléter un peu l'histoire des enfants d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas élevés correctement, ne sont pas éduqués correctement. Ils n'ont pas une enfance qui leur permet de se construire correctement et d'apprendre ce qu'un être humain doit savoir pour être un être humain responsable. Je sais que ça ne fera pas plaisir. Je sais que lorsque je dis ça, ça ne fait pas plaisir. J'ai souvent eu des grimaces quand je disais ça. J'ai fait moult conférences au cours desquelles j'exposais cela encore beaucoup plus en détail que je ne le fais dans cette vidéo, avec beaucoup plus d'exemples, et des exemples de ce qui se passait, et des exemples des conséquences que cela pouvait avoir. Forcément, ça ne fait pas plaisir aux gens qui se comportent comme ça. Donc, je sens que je vais encore être bénie, mais je n'arrêterai pas de le dire tant qu'il me restera un souffle de vie. J'exhorte les jeunes parents à se rendre compte que éduquer des enfants, c'est un vrai travail. Éduquer des enfants, c'est ce à quoi ils s'engagent le jour où ils conçoivent l'enfant. Concevoir un enfant, c'est facile. Éduquer un enfant, c'est très difficile. C'est très fatigant. Pour tout le monde. Ce n'est pas toujours très gratifiant. Parce que éduquer un enfant, ça suppose toujours à un moment ou à un autre, de se mettre en opposition avec lui, de ne pas lui faire plaisir. Et beaucoup de parents n'envisagent pas de ne pas faire plaisir à leurs enfants parce qu'ils ont peur que leurs enfants ne les aiment plus. Parce qu'ils ont déjà un problème comme ça. Ils ont déjà le problème de ne pas être aimés. Bon, ça se travaille en coaching. C'est pas le lieu ici. Mais ne se sentant pas aimés, ayant besoin d'être aimés, ils essayent d'être aimés par leurs enfants.
Ils essayent d'attirer l'amour de leurs enfants par tous les moyens. Alors ils les surpourrissent, ils les surgâtent. C'est des milliers de cadeaux, c'est des milliers d'activités, c'est des milliers de choses ensemble, c'est des milliers de je t'aime, amour, machin, bisous. Et ça n'est pas de l'éducation. Surtout, on ne dit pas à un enfant non. Parce que là, l'enfant va dire « Maman, je t'aime plus. Oh mon chéri, viens. Mais si, bien sûr, je t'interdirai plus rien. » Et voilà. Le monde va dans le mur. Alors, parents, apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes, avec vos problèmes, avec vos difficultés. C'est difficile d'être parent et on ne fait pas tout bien. Je ne connais pas de parents parfaits. Je ne connais pas de parents qui ne fassent pas d'erreurs. Même quand on sait ce qu'il faut faire, il arrive, assez souvent, qu'on se plante. C'est vrai pour tout le monde. Mais, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas continuer à essayer. Et pour ceux qui seraient sur le point d'être parents, ou pour ceux qui sont tout jeunes parents, je vous en prie, éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants au respect du vivant, de l'être humain, du monde animal, du monde naturel. Éduquez vos enfants à respecter. Apprenez-leur à vivre la frustration. Vous allez considérablement leur faciliter la vie. Vous n'imaginez même pas à quel point. Bon courage à